On a sur la table aujourd'hui une pile de documents qui ressemblent vraiment à rien de ce qu'on a l'habitude de traiter. Ouais, c'est clair, hein, c'est pas du tout notre format habituel. C'est une exploration fascinante qui nous attend en fait. En lisant ces notes, ces analyses issues de ce qu'on appelle Torah Bina, et surtout les descriptions visuelles frappantes qui vont avec, on a presque l'impression d'avoir affaire à un dossier classé secret défense. Exactement, on se sent vraiment comme des enquêteurs sur ce coup-là. Mais totalement. L'auteur du texte nous propose une mission qui est assez incroyable au final. Il nous demande d'enfiler un costume de décrypteur pour comprendre comment un événement vieux de plusieurs millénaires, donc la fête de Pourim dans la Perse antique, cache en réalité le code secret, la clé absolue pour décoder les gros titres de notre actualité géopolitique d'aujourd'hui. Et c'est une promesse qui est super audacieuse. Ah oui, c'est hyper audacieux, et pour être honnête, j'ai hâte de voir comment ces textes arrivent à relier l'Antiquité à notre monde moderne. Non, c'est tout l'enjeu de cette méthode d'analyse, en fait. Pour bien saisir la profondeur de ce décryptage, le document commence par nous inviter à faire un pas de côté. Il pose un cadre conceptuel assez fort. Mhm. En comparant différents miracles, c'est ça? Voilà, il compare 3 moments historiques majeurs, 3 formes de délivrance, qui obéissent à des mécaniques mais totalement distinctes. D'abord, le texte évoque la fête de Pessah, la sortie d'Égypte. Ok, donc ça c'est le classique qu'on connaît bien. Ouais, là on est vraiment dans le miracle spectaculaire, celui qui fracasse les lois de la nature. La mer qui se fend d'eux, le ciel qui s'obscurcit, les plaies, c'est une intervention divine frontale et indéniable. Impossible de rater le miracle, quoi. C'est ça. Ensuite, le document mentionne Hanouka qui relève d'une toute autre logique. Là, c'est l'effort humain direct, l'engagement physique sur le terrain. Les Maccabées qui prennent les armes. Absolument. C'est une petite armée qui se bat pour repousser un empire, donc c'est une dynamique militaire et humaine avant tout, même s'il y a un miracle avec la fiole d'huile à la fin. D'accord, je vois le contraste. On a d'un côté le miracle surnaturel qui écrase tout, et de l'autre la bataille acharnée. Mais du coup, comment le document classe l'histoire de Pourim dans tout ça? Parce qu'à première vue, quand on lit le récit de la Megillah, ça ressemble davantage à une simple intrigue de palais. Ouais, une histoire politique, quoi. Voilà, avec des banquets, des complots, des rivalités. Il n'y a pas de mer qui s'ouvre, ni d'armée rebelle dans les rues. Et le contraste, il est frappant. Et nos sources insistent lourdement là-dessus. À Purim, tout le miracle se déroule dans les coulisses feutrées de la diplomatie. C'est hyper subtil en fait. Totalement. Il est entièrement habillé dans les vêtements de la nature. Il avance masqué, dissimulé sous des décrets bureaucratiques, des insomnies royales ou ce qui ressemble à des hasards. C'est vraiment une machinerie silencieuse. Et ça nous amène directement à ce mot hébreu qui revient mais sans cesse dans nos notes. C'est vraiment le concept central pour comprendre toute la suite de notre analyse, le Venahafok. Le Venahafok, oui, c'est le pivot de l'histoire. Si je traduis bien l'explication du texte, c'est l'idée d'un renversement total. Mais attention, le document précise bien que c'est pas juste une situation qui s'améliore par magie. Genre du jour au lendemain, tout va bien. Non, c'est beaucoup plus complexe et intelligent que ça. C'est une dynamique très spécifique où c'est l'ennemi lui-même qui prépare, qui construit et qui met en place les instruments très précis de sa propre chute, et ça de manière totalement aveugle. Le mécanisme est d'une ironie redoutable. Et pour illustrer ce concept de Venahafok, l'auteur du texte nous propose d'aborder le récit antique de la Megillah, non pas comme un simple conte historique, mais véritablement comme un thriller juridique. J'adore cette approche. Ouais, c'est comme un dossier criminel rempli d'anomalies. Et le plus grand mystère pointé par notre document concerne le comportement du roi lui-même, Ahasverosh. C'est là que l'enquête devient vraiment passionnante. En parcourant les notes sur le premier chapitre du texte antique, j'ai tout de suite remarqué une incohérence flagrante. Au tout début de l'histoire, le roi Ahasverosh, il est décrit comme un légaliste d'une prudence extrême. Il est presque paralysé par sa propre bureaucratie. Exactement. Quand la reine Vashti refuse de se présenter à son banquet, il est fou de rage. Mais malgré sa colère, il est incapable de prendre une décision tout seul. Il doit convoquer ses 7 sages, les plus grands experts en droit de l'Empire, pour savoir quelle procédure légale il doit appliquer. Il fait absolument rien sans consulter son conseil constitutionnel. Le roi est vraiment présenté comme l'incarnation même du procédurier. Il refuse catégoriquement de sortir du cadre légal. Et c'est là qu'il y a un problème. Bah oui, parce que l'anomalie soulevée par l'analyse se trouve quelques chapitres plus loin. Si on avance jusqu'au chapitre 7,
le comportement de ce même monarque, il est méconnaissable. C'est plus le même homme. Lorsqu'il découvre, lors d'un banquet, les plans macabres de son ministre Aman contre le peuple juif, ce roi, d'habitude si hésitant, il ordonne la pendaison immédiate de son ministre. Immédiate. Pas de procès, pas de convocation des fameux 7 sages, aucune délibération. Rien de tout ça. La sentence, elle est expéditive, instantanée. C'est fou. La question que l'auteur soulève avec beaucoup de perspicacité, c'est de comprendre ce qui a bien pu provoquer une telle mutation dans le système légal de l'Empire. Comment un roi qui n'osait pas punir sa propre femme sans un avis juridique collégial, il peut soudainement condamner à mort le plus haut dignitaire de son royaume sur un simple coup de sang? J'avoue que je me suis posé la même question en lisant cette partie. On dirait une erreur de scénario. Mais la réponse apportée par le document, et c'est ce qu'ils appellent le Hatchidush, le moment eureka de cette analyse, c'est brillant. Vas-y, raconte. La révélation, c'est que c'est Aman lui-même qui a discrètement piégé le système juridique persan. C'est incroyable. L'analyse révèle en fait une stratégie machiavélique qui se retourne complètement contre son créateur. Ouais. Après l'affaire de la reine Vashti, Amar a très bien compris que la lourdeur du système juridique, avec ses 7 sages et ses débats qui n'en finissent pas, ça pourrait devenir un énorme obstacle pour ses ambitions personnelles. Il voulait avoir les mains libres. Exactement. Le texte explique que Aman a alors fait passer ce qu'on pourrait appeler, si on utilise nos termes modernes, un amendement constitutionnel. Attends, donc t'es en train de dire que Aman a taillé une loi sur mesure pour concentrer les pouvoirs à sa fourche. C'est exactement la lecture fascinante que propose le document. Aman a fait promulguer une loi qui stipule un truc très précis. Si quiconque porte atteinte de manière personnelle et directe au roi, à son honneur ou à sa sécurité, eh bien, le monarque obtient instantanément un pouvoir absolu et expéditif. Donc les tribunaux sont court-circuités. Totalement. Le roi obtient le droit de condamner à mort sur le champ, sans aucune consultation. Le but initial de Aman, c'était de pouvoir utiliser cette arme juridique pour éliminer ses propres ennemis, et tout particulièrement les Juifs, sans avoir à affronter la moindre opposition administrative ou politique. C'était le plan parfait dans sa tête. Mais c'est précisément là que le fameux Vena à Foc, ce retournement dont on parlait, s'active mais avec une violence inouïe. Le piège se referme, mais sur son propre concepteur, à cause d'un tout petit détail que Aman avait totalement ignoré. Nos notes décrivent super bien cette scène avec l'intervention inattendue d'un serviteur du roi, un certain Arvona. Au moment le plus critique du banquet, ce serviteur révèle au roi Achvéroch que Aman a fait construire une potence immense dans sa propre cour. Une potence destinée à un homme nommé Mordécaï. Et c'est là que l'identité de ce Mordécaï change toute la donne légale. Mordécaï, c'est pas juste un citoyen anonyme. Les chroniques royales attestent qu'il est l'homme qui a déjoué un complot d'assassinat contre le souverain. Il a littéralement sauvé la vie du roi. Voilà. Donc en s'attaquant à l'homme qui incarne la sécurité physique du monarque, Aman attaque indirectement le trône lui-même. La connexion légale, elle est explosive à ce moment-là. Si on suit le fil de cette démonstration juridique, à cet instant très précis, en vertu de sa propre loi, Aman devient un ennemi personnel du roi. Il n'a plus du tout besoin des 7 sages, le roi. C'est vertigineux. Et nos sources utilisent d'ailleurs une métaphore visuelle qui est magnifique pour ancrer ce moment de basculement dans nos esprits. Ah oui, la scène du parchemin. L'auteur nous demande d'imaginer la scène, des mois plus tôt. Une main gantée qui signe un lourd parchemin avec une plume d'oie. La cire chaude qui coule pour sceller cet amendement d'autorité absolue. Et dans la pièce, la lumière rasante d'une bougie projette l'ombre de cette plume sur la grande table de chêne. Et cette ombre, elle dessine très distinctement la forme d'une potence. C'est une image incroyable. Le législateur qui signe son propre arrêt de mort avec un sentiment de triomphe absolu, sans se douter une seule seconde de ce qu'il est en train de faire. L'ironie est totale. Le document décrit ensuite une autre image, une ancienne balance de justice en or massif. Pendant des mois et des mois, le poids de l'arrogance et de la soif de pouvoir de Aman faisait pencher cette balance de son côté. Il se croyait intouchable. Et soudainement, la balance bascule avec une violence inouïe. L'argument central ici de nos sources, c'est que ce n'est pas du tout un simple caprice de colère du roi qui tue Aman. C'est la loi méticuleusement rédigée par Aman lui-même qui forme le nœud coulant. Il a patiemment, jour après jour, construit les fondations juridiques de sa propre exécution. Et tu vois, c'est à ce stade précis de l'exploration que l'auteur du document opère un virage mais spectaculaire. On quitte brusquement les intrigues de l'Antiquité pour atterrir directement en 2026. C'est le cœur de l'approche Torabina. Exactement. L'approche qu'on décrypte aujourd'hui n'étudie pas du tout l'histoire ancienne pour le simple plaisir de l'archéologie, mais pour y trouver une grille de lecture de notre présent.
Les notes nous proposent une autre image mentale que je trouve super cinématographique. Un écran divisé en deux, une sorte de split screen temporel. Ce parallèle visuel, il porte vraiment tout le poids de l'analyse géopolitique qui est proposée par nos sources. Il faut qu'on l'explique bien parce que c'est le clou de l'analyse. Alors, d'un côté de l'écran, le texte nous fait visualiser le monde moderne. On imagine une mer grise, très agitée, sous un ciel lourd, et sur ses eaux fendent d'immenses porte-avions américains. Des grosses masses d'acier froid, des concentrés de technologie militaire redoutables. Et ça représente les forces de la coalition internationale actuelle. C'est ça. Et de l'autre côté de l'écran, en contraste total avec cette modernité froide, on retrouve les lourds rideaux de pourpre et les imposantes colonnes de marbre du palais de Suse, sous un ciel nocturne étoilé de la Perse antique. Visuellement, c'est vrai que ces deux mondes n'ont absolument rien à voir. Et pourtant, le document affirme, avec beaucoup de force, qu'ils obéissent exactement à la même loi cachée, à la même mécanique invisible. Mais comment l'auteur justifie ce lien entre un décret royal d'il y a 2500 ans et des flottes de guerre navale aujourd'hui? Le lien, il repose sur un concept très précis que le texte nomme l'émissaire inconscient. L'émissaire inconscient. Si on regarde la mécanique de Pourim, il n'y a pas d'ange de feu descendu du ciel pour rendre la justice. Ce sont les serviteurs du roi, les gardes perses, des simples fonctionnaires de l'Empire qui accomplissent leurs tâches sécuritaires. C'est eux qui ont mené Aman à la potence. Ils ont agi de leur plein gré, en fait, en pensant obéir à une logique purement politique et légale. Tout à fait. Et le document applique très exactement cette même grille de lecture à notre actualité. Et je précise qu'on rapporte ça de manière totalement neutre, on ne prend aucun parti politique ici, on décrypte simplement l'analogie frappante que fait le texte source. Bien sûr, notre mission, c'est de lire le code tel qu'il nous est présenté. Selon cette vision géopolitique, le monde moderne suit la même mécanique de la providence. Les navires de guerre qui se déploient dans les océans aujourd'hui, les coalitions internationaux qui se forment, les trains de sanctions économiques, ils agissent à la manière de ces gardes du palais d'autrefois. Ce sont eux, les émissaires inconscients. Ils sont perçus par le texte comme les bras armés inconscients d'un plan supérieur. Ils sont mobilisés par le biais des lois diplomatiques et stratégiques, tout à fait habituelles, pour faire face à la menace persane moderne incarnée aujourd'hui par l'Iran. C'est un parallèle fascinant, et ça souligne vraiment ce que le texte appelle le paradoxe de l'autodestruction. C'est-à-dire, L'auteur fait remarquer que plus l'Iran moderne s'arme, plus le pays affiche sa force, développe ses plans nucléaires et multiplie les provocations, et plus il provoque en fait son propre isolement sur la scène internationale. il s'enferme tout seul? Exactement. En cherchant à imposer son pouvoir absolu par la force, le pays ne fait qu'attirer vers lui les flottes navales, les sanctions implacables et les alliances stratégiques qui menacent sa propre existence. Selon l'analyse, c'est la reproduction exacte de l'arrogance aveugle de Haman. Haman qui s'élève au plus haut sommet, qui concentre tous les pouvoirs, mais uniquement pour rendre sa chute inévitable et légale. La symétrie détaillée dans ces documents, elle est implacable. Mais la richesse de cette exploration, en s'appuyant notamment sur les textes de la Chassidoute, qui est cette approche philosophique juive qui cherche toujours à révéler la dimension spirituelle et profonde derrière les événements très concrets, c'est que l'analyse ne reste pas bloquée à l'échelle de la géopolitique mondiale. Heureusement parce que c'est un peu loin de notre quotidien sinon. Voilà, il y a un mouvement permanent du macro vers le micro dans nos textes. Ce qui régit le destin des grands empires est tout aussi valable pour la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. L'étude géopolitique, elle se transforme alors en une véritable psychologie de la résilience personnelle. Et c'est ça qui est particulièrement puissant. Parce que, bon, on va pas se mentir, les porte-avions et les lois perses, c'est très grandiloquent, c'est passionnant, mais comment on applique ça quand on se lève le matin avec une angoisse terrible dans le ventre ? C'est la vraie question. Quand on traverse une épreuve personnelle qui semble insurmontable, je sais pas moi, une perte d'emploi soudaine, un diagnostic de santé effrayant ou un obstacle financier qui nous écrase. On a souvent l'impression, chacun à notre niveau, d'être coincé sous un décret tyrannique qui nous empêche d'avancer. Et le message qui est délivré par ces enseignements, il va complètement à rebours de notre instinct naturel. Face à l'obstacle, notre instinct, c'est la panique ou la fuite. Mais la leçon, qui est profondément ancrée dans ce concept de renversement dont on a parlé, le vénaraphore, c'est que la solution à notre angoisse ne se trouve pas à l'extérieur du problème. Elle est dedans. Elle est déjà encodée à l'intérieur même de l'obstacle. Le remède est caché dans le poison.
Les forces qui semblent constituer la plus grande menace dans nos vies travaillent de manière invisible à forger notre délivrance. C'est un vrai changement de paradigme. L'épreuve est présentée non pas comme une punition aléatoire, mais comme l'échafaudage indispensable pour construire une victoire qu'on ne peut tout simplement pas encore percevoir avec nos yeux de chair. Mais savoir que l'obstacle est en fait le moteur caché de la réussite, ça change totalement la manière dont on aborde une crise. On ne subit plus l'événement de la même façon. Mais très concrètement, face à un orage dans notre vie, quelle est l'attitude recommandée par ces textes védiques? Nos notes offrent une nouvelle image qui est très poétique pour illustrer cette attitude intérieure qu'on doit cultiver. Il faut visualiser un homme qui est enveloppé dans un lourd châle de prière blanc, le talit. Il se tient debout, seul, devant la fenêtre de pierre d'une très vieille bâtisse à Jérusalem. Le décor est posé. Dehors, la tempête fait rage, le ciel est noir d'encre et la foudre frappe très violemment au-dessus des toits de la ville. Le décor est extrêmement menaçant. Mais cet homme, à sa fenêtre, il reste parfaitement calme. Il n'a pas peur de la foudre? Pas du tout. Face à cet orage, les textes expliquent que la clé réside dans deux concepts intimes très forts. La émouna, c'est-à-dire la foi profonde, la conviction absolue que tout vient d'une source bienveillante. Et cette émouna, elle est alliée au bitaron. Le bitaron, c'est la confiance active, c'est ça? Absolument. C'est la confiance absolue et active, oui. Le bitaroun, c'est la certitude inébranlable que ce qui est en train de se passer en ce moment même si ça a l'air complètement effrayant et destructeur, c'est précisément la meilleure chose qui puisse nous arriver. Il s'agit de rester debout et inflexible. C'est finalement l'essence de l'identité de Mordecai face à Haman. Le refus total de plier l'échine devant les idoles du moment. Exactement. Et ces idoles, aujourd'hui, dans nos vies modernes, c'est pas forcément des statues de pierre ou des ministres mégalomanes. Ça peut être la dictature du pessimisme ambiant, la panique face à une crise économique, ou tout simplement nos propres peurs paralysantes qui nous dictent que tout est perdu, que le dossier est clos. Tenir bon face à ces illusions de pouvoir, c'est l'enseignement essentiel de ces textes. Et c'est cette certitude intime, la certitude que la machinerie cachée travaille pour le bien, qui permet d'accéder à un état émotionnel très singulier. Et cet état, c'est le summum de la fête de Pourim. Ah oui, la fameuse joie de Pourim. Le texte emploie l'expression « adaloyada ». Adaloyada, voilà. C'est une joie qui est décrite comme débordante, absolue. Une joie qui dépasse complètement les limites de notre petit intellect. Le document prend bien soin de définir ce Adaloyada. Il est vraiment crucial pour ceux qui nous écoutent de comprendre qu'il ne s'agit pas du tout d'une naïveté béate. C'est pas juste on sourit bêtement et on fait la fête. Non, c'est pas un optimisme de façade où on se forcerait à sourire face à la tragédie. Pas du tout. Cette allégresse extrême, elle naît d'une prise de conscience intellectuelle qui est vertigineuse. C'est la joie profonde, presque libératrice, qui explose au moment où on réalise que même à travers les lois naturelles, politiques ou médicales les plus froides et les plus cyniques, il existe une main supérieure. Une main qui orchestre tout. Qui orchestre méticuleusement chaque détail. Le tyran, le bureaucrate hostile ou le système oppressif ne sont au bout du compte que des pions sur l'échiquier d'une volonté infiniment bienveillante. C'est une grille de lecture qui transforme la réalité de A à Z. Si on arrive à intégrer ça dans nos vies, on ne subit plus l'histoire du monde, ni notre propre histoire personnelle d'ailleurs. On en décode les mouvements stratégiques. Et cela nous guide assez naturellement vers la conclusion monumentale de ces documents, l'aboutissement de ce très long processus de renversement. L'exploration trouve en effet son point culminant dans une promesse très audacieuse qui est formulée par les enseignements du Rabbi, des enseignements qui sont très présents dans toute l'approche Torah-Bina. Qu'est-ce que disent ces enseignements pour la fin de l'histoire? De la Géoula, c'est-à-dire l'ère de la délivrance ultime. Tout ce que nous venons de décortiquer aujourd'hui pointe directement vers cette réalité imminente. Le mal, l'arrogance, l'oppression finissent systématiquement par s'effondrer de l'intérieur, écrasés par le propre poids de leurs lois absurdes. La mécanique de Pourim, quoi. Voilà, cette mécanique où l'ennemi tisse sa propre corde, elle n'est absolument pas confinée à l'Antiquité. C'est le prototype de ce qui se joue sous nos yeux aujourd'hui. Pour sceller cette plongée vertigineuse dans nos sources, l'auteur nous laisse avec un dernier symbole visuel majestueux. Une image destinée à dissiper toute l'obscurité qu'on a pu traverser. Il faut se représenter une grande menorah, le fameux candélabre traditionnel, forgé dans un or pur et massif. Mais elle a une particularité, cette menorah, dans le texte. Oui, contrairement aux représentations qu'on a l'habitude de voir partout avec des branches très arrondies, celle décrite ici possède des branches parfaitement droites, en forme de V, diagonale, sans la moindre courbure.
Elle se dresse dans le silence d'une ancienne cour de pierre, au moment exact où la nuit profonde, la nuit la plus noire, cède sa place aux toutes premières lueurs de l'aube. C'est le point de bascule. Elle rayonne d'une lumière si intense, si perçante, qu'elle métamorphose instantanément les ombres environnantes en un paysage éclatant de paix. Et dans cette clarté nouvelle, le texte fait résonner ces antiques mots hébraïques de la Megillah, Orav et Simcha et Sasson Vitkar, la lumière, la joie, l'allégresse et l'honneur. C'est une image d'une droiture parfaite qui tranche vraiment avec toute la confusion, les détours et les compromissions de notre époque. Mais avant de clore définitivement cette analyse, les documents nous poussent vers une ultime réflexion. La fameuse question pour la route. C'est une question qui émerge de toute la logique implacable que nous venons de mettre en lumière. Nous avons constaté au cours de cette exploration que les plus grands renversements, cette fameuse dynamique du piège qui se retourne contre son auteur, ils s'enclenchent très exactement à la fraction de seconde où l'obstacle ou l'oppresseur semble avoir atteint la domination absolue. Le pic de l'obscurité. Le moment où l'amendement de Haman semblait totalement intouchable et verrouillé a été l'instant précis de sa chute. Et ça soulève une interrogation vertigineuse pour chacun d'entre nous. Laquelle? Si on applique cette règle immuable à notre époque contemporaine et à nos propres défis personnels, cela signifie-t-il que le moment précis où une situation nous paraît totalement sombre, sans aucune issue et irrémédiablement perdue, est en réalité le tout premier symptôme scientifique, indéniable et infaillible, que la victoire totale vient tout juste de s'activer dans l'ombre?